Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. La dégradation de notre écosystème, des ressources naturelles et de l'environnement constitue un défi majeur de notre temps. On estime qu'environ 200 millions de personnes seront directement impactées par les phénomènes climatiques d'ici 2050, touchant en priorité les pays les plus pauvres. Chaque année, les défis sont de plus en plus grands. Nous parlerons donc des défis de cette année 2023 pour le continent africain. Et pour en discuter, deux invités en plateau. Nous recevons Oboué Durand. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci beaucoup Thomas. Vous êtes président du Club de développement durable de Côte d'Ivoire, par la même occasion coordonnateur de l'Alliance pour la justice climatique. Bienvenue encore. Merci. En face de vous ici, Timothée Palais. Merci de répondre à notre invitation. Merci Thomas pour l'invitation. Vous êtes géographe environnementaliste. Effectivement. L'année dernière, 2022, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été initiées par vos différentes organisations. Si on vous demandait, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en termes d'initiatives prises par vos différentes organisations pour les questions de climat, d'environnement, qu'est-ce qu'on pourra dire? Personnellement, à notre niveau, au niveau de notre organisation, c'est beaucoup de plaidoyer. On a vu l'action gouvernementale dans tous les pays africains, surtout de la sous-région, impulsée. On a vu beaucoup de décrets, beaucoup de lois qui ont été prises pour accompagner les acteurs de la société civile et l'environnement en général. D'accord, très bien. Entrons dans le vif de notre sujet. Nous allons faire un retour sur les grands événements, les grandes initiatives qui ont marqué l'année 2022 au plan de l'environnement. On pourrait déjà commencer par la COP 27 qui a eu lieu donc en Égypte. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur cette COP? Alors il faut dire qu'au niveau de la COP 27, les pays africains avaient beaucoup d'attentes parce que cette COP-là s'est tenue sur le territoire africain. Alors pour nous, la question fondamentale qui était adressée, c'était la question des pertes et dommages. Voilà. Aujourd'hui, en tant que pays africain, notre état de pauvreté déjà, comme on le dit, nous rend beaucoup plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Lorsqu'il y a des cyclones, lorsqu'il y a des inondations, la sécheresse et tout ça, les pays africains, les agriculteurs sont suffisamment impactés. Donc pour nous, il s'agissait de pouvoir faire passer cet accord-là de sorte à pouvoir bénéficier d'un appui financier pour passer à la réparation de tout ce qui est pertes et dommages liés au changement climatique. D'accord, nous sommes sur un média, les médias ont pour vocation d'éduquer, d'informer. Il est toujours bon de faire un petit rappel de certaines notions ou du moins de certains effets des changements climatiques pour les téléspectateurs. Alors ceux qui nous écoutent, quand on parle de changement climatique, les impacts directs de façon simple, qu'est-ce que c'est? Bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur l'actualité environnementale de l'année 2022 en Afrique. Il faut savoir que l'actualité a été un peu mitigée. Au niveau de l'Afrique, 2022 a été une année de catastrophes naturelles. Beaucoup de pays ont subi des catastrophes, des pluies diluviennes, la famine. Et vraiment, c'était difficile pour l'Afrique. Mais ça a été également une année réjouissante puisque l'Afrique a abrité deux grandes réunions, deux conférences des parties. Celle sur les changements climatiques en Égypte et celle sur la sécheresse et la désertification en Côte d'Ivoire. Et donc, ces deux rencontres-là ont permis à l'Afrique de se positionner politiquement sur les questions climatiques, mais ont permis également à l'Afrique de se positionner économiquement et d'avoir une voix, comme Durand l'a dit, sur la question des pertes et dommages en Égypte. Et je pense que ça a été une très bonne nouvelle pour les pays africains qui sont impactés par les effets du changement climatique. Et la Côte d'Ivoire a relevé le défi de toutes ces différentes organisations. Effectivement. Au vu des bilans, on se réjouit de l'organisation de la COP 15 en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu beaucoup de retombées et on ressort de cette COP-là avec un programme pour la Côte d'Ivoire qu'on appelait le Legacy Programme qui va accompagner l'action gouvernementale qui sera la vision jusqu'en 2030 de la Côte d'Ivoire sur les questions environnementales. D'accord, on revient donc sur la question des effets et impacts des changements climatiques. Qu'est-ce qui a changé dans le vécu des populations? Quelles sont les conséquences négatives sur la vie des populations? Je le disais tantôt, avec les catastrophes naturelles, c'est des déplacements. Quitter son abri original pour s'adapter, il y a eu ces déplacements. Il y a la faim, le niveau de la faim qui a extrêmement grimpé. Il y a de nouvelles maladies qui apparaissent. Et puis, il y a la rareté également
des animaux, de la biodiversité qui se fait ressentir au niveau de ces populations. D'accord. Oui, à ce niveau, je voulais renchérir et pointer du doigt certains aspects, notamment en seulement 2 mois, le Madagascar a été victime de près de 5 cyclones qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines et aussi de nombreuses personnes sinistrées. À côté de cela, quand on prend certains pays comme l'Afrique du Sud et aussi le Kenya avec cette sécheresse qui a fait de nombreux dégâts au sein du cheptel et tout ça. Donc la famine. La famine. Ça ne fait qu'accroître le degré de pauvreté. Effectivement, dans la corne de l'Afrique, il existe cette sécheresse historique, mais en 2022, elle s'est beaucoup plus accrue et les conséquences étaient vraiment perceptibles avec la famine qui s'est beaucoup plus accrue et aussi la perte au niveau des bêtes domestiques surtout. Et même en Côte d'Ivoire, nous avons constaté plusieurs villes ont été inondées avec l'exemple de la ville de Dimokro par exemple au cours de la petite saison des pluies surtout. D'accord. Souvent c'est pour la question de savoir à qui la faute. Est-ce que ce sont sur des questions que la population se pose? Il y a des catastrophes, il y a des difficultés. Cette année est très difficile. En Côte d'Ivoire, on a parlé de la cherté de la vie et avec encore tout ce que vous avez cité que les populations ont vécu, parfois on se demande mais qui est responsable de tout ça? Dans le milieu lambda, les gens diront que c'est Dieu. Mais pour nous, les scientifiques et les sachants, on sait que c'est l'impact de l'homme sur notre environnement qui, au fur et à mesure, est accumulé et détruit l'environnement. Notre gestion des déchets, c'est tout ça qui provoque aujourd'hui le dérèglement climatique et entraîne tous ces catastrophes naturelles que Durand a cité. Nous recevions ici un géographe qui expliquait par exemple que le défrichage des terres, le fait qu'on abatte les forêts, la capacité de ces espaces à retenir l'eau, quand il n'y a plus rien, finalement l'eau va s'écouler et puis donc va emprunter des chemins. Parfois aussi les populations vont s'installer sur des zones où il y a le passage de l'eau et parfois on a toutes ces différentes difficultés. Parlons maintenant de l'impact des initiatives qui sont prises dans le sens de la lutte contre le changement climatique, la lutte pour la préservation de l'environnement. Comment de façon perspective on peut voir l'impact positif de toutes ces actions sur la vie de la population? Alors, à ce niveau, je voudrais d'abord féliciter ce que l'Assaut des âmes fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des bulletins, par exemple, qui sont élaborés. Je sais qu'en décembre, il y a eu un bulletin sur les feux de brousse, par exemple, pour déjà déclencher l'alerte, pour dire, voilà les zones en Côte d'Ivoire, par exemple, qui seront beaucoup impactées par les feux de brousse et autres. Donc, eux, vraiment, ils sont spécialistes, ils mettent à la disposition les données. Mais là où il y a le grand défi, c'est comment transmettre ces messages-là auprès des populations qui vivent en milieu rural. Voilà, donc il y a déjà un effort qui est fait, mais le défi, c'est comment mieux sensibiliser les populations. Si les populations sont mieux informées, alors on pense bien qu'elles pourront prendre les dispositions pour pouvoir éviter le feu de brousse. Même pour ce mois de janvier déjà, il y a un bulletin aussi qui est sorti pour pouvoir sensibiliser la population, pour leur dire faites très attention parce que en cas d'erreur, voici des feux de brousse qui pourraient vraiment se déclencher. Et en cas de feu de brousse, c'est la biodiversité qui se perd. Il y a aussi les récoltes agricoles, il y a aussi les bêtes domestiques et tout ça là qui peuvent vraiment prendre un coup. D'accord, parfois pendant les sensibilisations, pour permettre au message d'être dans un langage assez accessible aux populations, on dit simplement que c'est parce qu'on a fait telle chose qu'on est malade, on a fait telle chose qu'il y a des écoulements de terrain, etc., etc. Mais les populations se disent avec les efforts de sensibilisation qu'on fait, les initiatives prises par nos différents gouvernements, finalement, elles ont l'impression qu'elles sont toujours malades, elles ont l'impression que rien n'a changé. Est-ce que vous voyez un changement? Vous voyez un impact de toutes les initiatives qui sont prises sur le vécu des populations? Oui, l'impact c'est récent, mais il faut pouvoir délimiter les choses. Au niveau de l'action gouvernementale, il y a plusieurs textes de loi qui ont été pris pour accompagner. La Côte d'Ivoire même en train de réduire ses émissions en gaz à effet de serre, a revu son ambition au niveau des CDN. Ça, c'est au niveau des politiques. Maintenant, au niveau le gouvernement ou les politiciens ne peuvent pas tout faire. C'est là qu'interviennent les organisations de la société civile ou le secteur privé.
d'accompagner l'action gouvernementale auprès de ces populations-là, qui ne ressentent pas vraiment ces actions-là au plus près d'eux. Mais il faut comprendre que ça se fera pas du jour au lendemain. C'est sur un long moment que l'impact va se faire ressentir. Et aujourd'hui, je pense que les populations commencent à comprendre. C'est vrai qu'elles ne ressentent pas effectivement les changements, mais on s'est dit dans 2 ans, on pourrait vraiment arriver à un très bon niveau. Il y a du travail qui est fait. Parlons de la COP 28 cette année, un grand défi encore à relever, c'est la COP 28 à Dubaï. Quels sont les enjeux de cette grande réunion, contrairement aux autres? Alors, il faut dire que cette réunion est beaucoup plus... Il y a beaucoup d'attentes parce que l'homme est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre et la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les énergies fossiles, comme le disent les différents rapports que nous avons. Et nous savons que le pays qui abrite cette COP 28 a son économie qui est largement basée sur les énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel et tout ça. Donc, nous sommes tous braqués vers ce pays-là. Quels sont les engagements de critiques en ce Bien moment. sûr. Et aujourd'hui, nous-mêmes d'ailleurs, nous ne partageons pas l'avis du président de la COP 28 qui a été nommé. Voilà, parce que étant directeur général d'une entreprise pétrolière et tout ça, c'est lui qui va venir présider cette COP-là. Or, on sait qu'il a des attentes tout en espérant faire monter la production du baril de pétrole dans son pays. Donc là, ça sera vraiment, il n'est pas vraiment en phase avec tous les engagements qui seront pris au niveau national. Donc jusqu'aujourd'hui, on attend vraiment beaucoup de lui, on attend beaucoup encore du pays organisateur pour voir les résultats qui pourraient sortir suite à cette COP28, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est la transition énergétique. Quel est votre au-delà de la controverse qu'il y a autour de la nomination du président, effectivement, que nous ne partageons pas, il faut dire, moi personnellement, j'ai grand espoir. Pourquoi? Parce que avoir un pays qui a son énergie basée sur les énergies fossiles, abriter la COP, veut dire que peut-être le pays veut passer à une autre phase. Et je pense que c'est cela que Dubaï, avec tout ce qui va avec, veut démontrer aux yeux du monde entier. Et ce qui nous réjouit, c'est que il n'est que le président de la COP et les décisions ne viennent pas de lui. C'est des personnes, c'est des scientifiques qui réfléchissent autour. Et je pense que la question centrale de cette COP 28 là, c'est les énergies renouvelables, comment abandonner les énergies fossiles aux dépens des énergies renouvelables, la croissance durable jusqu'en 2050. Et je pense que ces questions-là vont trouver. Ça sera une COP de grandes décisions comme la COP de Paris. de grands défis également? Oui, je voudrais revenir là-dessus parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile, notre rôle, c'est de pouvoir faire pression. Aujourd'hui, quand on écoute déjà le discours du président et autres, on a déjà visionné déjà certains discours, on voit que dans les verbes qui sont prononcés, on voit que, on montre que ça sera une COP de la solidarité, une COP de l'entraide et tout ça. On attend autre chose. On attend autre chose. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est déjà d'influencer l'idée qui sera en bas. De leur dire, parce que si nous ne faisons rien, ils pourront ne rien faire. Même si déjà ils commencent à donner de beaux discours en faveur de la transition, mais dans les textes qui seront écrits, nous voulons que ces beaux discours-là soient vraiment accompagnés de l'acte en fait. Parce que ce sont des pays qui sont suffisamment riches et ils ont la possibilité de pouvoir influencer d'autres en fait. Voilà. Donc nous en tant qu'organisation de la société civile, déjà on ne doit pas laisser les choses faire. On doit déjà partager notre vision sur la nomination et comment on compte voir les choses au sorti de cette COP 28. Comment est-ce que vous comptez voir les choses au sorti de cette COP? C'est une question. En même temps, qu'est-ce que vous attendez de cette COP en tant qu'organisation de la société civile œuvrant et militant pour la préservation de l'environnement? Ce que nous attendons vraiment, personnellement et en tant qu'acteur de la société civile, c'est d'avoir des résolutions assez contraignantes sur l'utilisation des énergies. Et qui vont s'appliquer effectivement. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on reste dans de beaux discours comme Durand l'a dit. Il faut qu'on a à l'action ou bien à la parole, on ajoute l'acte. Il faut que ça soit matérialisé. Il faut que le pays organisateur même
fasse des preuves pour dire on abandonne, ou bien on va voir à la télé, sur les chaînes, sur les médias, des usines qui utilisent l'énergie fossile en train de se fermer aux dépens des énergies renouvelables. Nous attendons vraiment l'action. Et vous, votre organisation milite pour la justice climatique. Parlant de justice climatique à cette COP-là, quel niveau de justice est-ce que vous attendez surtout pour l'Afrique? Alors, c'est ce que nous avons déjà commencé à demander. La question des pertes et dommages va revenir encore au sein des... C'est vrai que nous avons pu obtenir un certain engagement, mais l'engagement montre des insuffisances déjà. Comment les fonds en faveur des pertes et dommages seront mobilisés? Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment les fonds là seront mobilisés et qui sont les pays qui seront contributeurs. Tout cela reste encore à discuter. Et même lorsque ces fonds seront disponibles, comment les pays en développement ou encore les pays vulnérables aux effets des changements climatiques pourront avoir accès à ces financements-là. Donc voilà toutes les questions qui reviendront, mais la question de la transition énergétique sera vraiment au centre des débats. D'accord, très bien. Reformons ce chapitre, parlons maintenant de la question de l'eau. Quand on parle de la vie humaine, l'eau est quelque chose de très, très important. Quel est l'état des lieux quand on parle d'adduction d'eau potable, accès à l'eau en Afrique, de votre point de vue? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à ressentir la rareté de l'eau potable, de l'eau consommable. Et aujourd'hui, l'eau est plus qu'un minerai précieux pour les populations, surtout africaines, qui souffrent du manque d'eau. Et je pense que cette conférence de New York sera une réponse avec près de 6 réunions en plénière qui vont parler des questions d'adduction en eau potable, des questions de souveraineté au niveau de l'eau et tout ça. Et nous pensons que ça sera une très belle réponse pour les pays africains. D'accord, il y a une conférence des Nations Unies sur les questions d'eau, mais de façon concrète. Qu'est-ce que vous attendez de nos gouvernants pour que les populations qui ne sont pas atteintes par la question de l'eau puissent effectivement sortir de cette difficulté? Bon, l'eau déjà même, comme le disait tout à l'heure Timothée, c'est une ressource qui se fait de plus en plus rare. Donc il faut faciliter déjà, il faut mieux accentuer la gouvernance déjà au niveau de l'eau. Donc faciliter l'accès à toutes les populations. Aujourd'hui, il y a des régions qui sont encore reculées et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc nous-mêmes au niveau national déjà, il y a des efforts qui doivent être faits. C'est un engagement du gouvernement de pouvoir assurer, mettre à la disposition des populations vraiment l'eau potable. Et puis, lorsque nous sollicitons des partenaires, c'est de pouvoir nous appuyer aussi dans la réalisation de certains forages, par exemple. Les localités où on ne peut pas avoir l'eau qui alimente nos villes, ici en Côte d'Ivoire, on pourrait par exemple réaliser des forages où les populations pourraient s'alimenter en eau potable au lieu de consommer les eaux issues des marigots et encore des barrages qui ne sont pas toujours potables en fait pour les populations. D'accord, vous avez sorti un mot partenariat. L'un des partenaires de la lutte environnementale, ce sont les médias. Et les médias ont été toujours proches. Nous allons parler de leur rôle dans l'accomplissement de vos objectifs en tant qu'activiste de la société civile pour les questions environnementales. À quel niveau est-ce que vous situez, vous positionnez les médias? Les médias sont un partenaire privilégié très important pour le combat dans la protection de l'environnement. Je voudrais profiter de votre plateau pour remercier tous les médias qui accompagnent les initiatives, souvent gratuitement, pour faire entendre la voix de la société civile et pour partager l'information qu'il y a. On s'attend à un peu plus, c'est qu'on ait par exemple des médias spécialisés en environnement qui débattent, qui décryptent l'information environnementale. Mais déjà, il faut savoir que les médias sont le prolongement des voix des organisations et des gouvernements. Là où nous ne pouvons pas arriver, grâce aux médias, on arrive. Et grâce aux médias également, on arrive à faire pression sur les politiques pour avoir de bonnes lois en faveur de l'environnement. À la suite de Timothée, je voudrais remercier spécialement Midi 1 Afrique pour ce cadre que vous créez pour nous, parce que moi particulièrement, la chaîne de télévision sur laquelle je me prononce le plus, c'est sur la chaîne Midi 1. Alors, donc, l'Afrique doit pouvoir avoir des médias pour parler pour l'Afrique, comme vous le faites d'ailleurs. Et nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations. En Afrique, il y a beaucoup d'efforts. Mais l'Afrique aussi a beaucoup de problèmes que nous pouvons mettre à nu. Parce que les Occidentaux, eux, ils ont des médias qui sont très puissants, qui arrivent, qui leur permettent déjà de pouvoir mieux s'exprimer. Mais l'Afrique, nous en avons suffisamment besoin.
puisque nous n'avons pas encore pu couvrir tout l'ensemble du territoire africain ou encore avoir des médias puissants, on fait recours aujourd'hui aux médias sociaux. Donc, de plus en plus, nous privilégions ces médias sociaux à travers les plateformes sociales, bien sûr. Donc, nous arrivons à mobiliser. Lui, par exemple, est très actif sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et autres, tout ça, Timothée. Donc, nous faisons également, nous privilégions aussi des activistes aussi du numérique. Donc, eux, étant régulièrement connectés sur les plateformes sociales, ils pourront mieux faire entendre la voix des populations africaines. D'accord. Toujours en termes d'objectifs, la Côte d'Ivoire vise la réduction de 37 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030. C'est un très bon objectif. Ouais. Sa mise en œuvre, comment ça se passe? Moi, je voudrais féliciter déjà le gouvernement ivoirien pour cette initiative-là. Ouais. Il faut savoir que ce chiffre-là n'est pas un chiffre virtuel pour faire plaisir à qui que ce soit, mais ce chiffre-là est issu de nos dernières contributions déterminées au niveau national, les CDN, qui visent la réduction à 30,41% des émissions en gaz à effet de serre. Mais cela va se faire. Il y a plusieurs secteurs qui sont visés par le gouvernement ivoirien, notamment la foresterie avec la réhabilitation de près de 30 hectares, si je ne me trompe pas sur les chiffres, de forêt en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi le secteur de l'agriculture, accompagner les agriculteurs et tout ça. C'est également le secteur des déchets, comment transformer nos déchets, comment apporter une amélioration au niveau de nos déchets. Mais c'est également l'accompagnement du secteur privé et des organisations de la société civile. Sans oublier le secteur automobile. Oui, je pense que c'est une ambition très réalisable et avec le concours de tout un chacun, nous allons pouvoir y arriver. Très bien, vous avez parlé du concours de tout un chacun. Vous, en tant qu'organisation, quelle est votre part? D'abord, c'est de pouvoir s'approprier ce document dont il a parlé, les contributions déterminées au niveau national. Il faut dire que c'est le deuxième document de la Côte d'Ivoire, après le premier qui a été révisé. Donc, dans ce document, nous félicitons déjà le ministère de l'Environnement, surtout la direction de la lutte contre les changements climatiques, qui a travaillé pour pouvoir sortir ce document-là. Donc, nous, notre part, c'est de pouvoir s'approprier ce document-là. Voir comment on peut aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Désormais, on ne va plus mener des activités parce qu'il faut mener des activités. Il faut mener des activités qui entrent dans le cadre de l'atteinte de ces contributions déterminées au niveau national. Voilà, donc voilà un peu le rôle que nous devons jouer. Parlons un peu des populations qui ne sont pas spectatrices, mais qui doivent être actrices dans l'atteinte de ces objectifs. On parle souvent de la pollution, de l'environnement, on parle des déchets plastiques, des déchets ci et là. Quel est le rôle des populations pour qu'effectivement le gouvernement du haut de là où il se trouve, quand il prend des décisions, cela puisse être effectivement implémenté sur le terrain? Ce que je disais dans nos propos, c'est de permettre à la population déjà de s'approprier le langage des changements climatiques. Souvent, quand on va vers les populations, ils nous font comprendre que c'est des choses de blanc. Alors que lorsqu'on commence à débattre, ils constatent que les pluies qui tombaient dans des périodes ne sont plus les mêmes quantités de pluie qui tombent. Aujourd'hui, en janvier, il pleut. Les gazelles ou les biches que je pouvais trouver en entrant dans à 3 km, aujourd'hui, ils sont à près de 80 km. Souvent, le génie de la forêt. Oui, ils mettent sur ça. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre et les populations sont en train de s'approprier ce langage scientifique-là. Et nous, ça nous réjouit déjà de voir que la population même veut aider l'action du gouvernement, veut accomplir les décisions du gouvernement, veut aider également les organisations de la société civile. D'accord, en terminant en parlant de vos défis en tant qu'organisation de la société civile œuvrant, militant pour le changement, pour la restauration du climat et luttant donc contre les changements climatiques, 2023, perspectives et défis pour vous? En 2022, nous avons déjà commencé avec des actions concrètes. Au départ, nous menions des activités de sensibilisation dans les universités, dans les écoles et tout ça. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de planter des cocotiers sur le littoral pour lutter contre l'avancée de la mer. Vous avez également la restauration des mangroves. Bien sûr. Donc la question des mangroves aussi. Aujourd'hui, la déforestation est en train de s'accélérer au niveau des mangroves. Donc, nous plantons aujourd'hui des palutiviers, nous plantons des acacias manguium, tout ça sur le littoral pour pouvoir lutter contre l'effet de l'érosion côtière, mais aussi pour accroître la capacité de séquestration du carbone de notre forêt qui se dégrade de plus en plus. Il nous faudra donc du temps pour voir grandir
tous ces plans mis en terre et voir par la suite leurs effets. Et bien sûr. Mais pour nous, il ne faut pas se lasser de le faire parce que chaque jour, on se dira que, bon, on va planter un arbre, peut-être c'est dans 10, 15, 20 ans qu'on verra les effets, mais il faut planter maintenant. Ouais. Dans 10, 15 ans, ceux qui sont là, ça pourra leur profiter. Et ce que nous faisons, c'est d'impliquer de plus en plus les enfants et les jeunes. C'est une sorte d'éducation environnementale. Sûr, nous faisons de l'éducation au développement durable, donc nous impliquons les enfants dans l'action, nous leur montrons comment planter les paludiers, comment planter les cocotiers, comment planter les acacias mondiaux. Et cette année, il y a plusieurs établissements qui seront impliqués. Défi 2023. Pour nous, 2023, c'est de continuer ce que nous avons entamé en 2022, d'influencer les politiques au niveau de l'Afrique, mais au niveau de la Côte d'Ivoire. Et déjà, il y a eu plusieurs lois qui ont été prises. Et cette année, nous prévoyons continuer dans cette même dynamique-là en demandant aux gouvernants de mettre en place des financements pour accompagner les acteurs de la société civile, mais également d'accompagner toutes les initiatives qui sont prises à avoir plusieurs visibilités. L'autre chose que nous poursuivons, c'est effectivement de demander à nos gouvernants de passer aux énergies renouvelables et de l'abolition effective des déchets plastiques. Et les populations, c'est vrai, comptent sur les gouvernants, mais comptent vraiment sur vous, qui devrez, comme vous le pouvez, comme vous savez bien le faire, le rappeler à tout moment au gouvernement. Nous aurons plaisir à vous recevoir autant que besoin se fera sentir pour discuter de ces questions de développement, questions importantes pour nos téléspectateurs. Timothée Palais, merci d'être passé sur le plateau de Medi Un TV Afrique. Merci Thomas pour l'invitation. Vous êtes géographe environnementaliste. Nous avons contribué donc de votre expérience, de vos différents points de vue. Aubrey Durand, merci également d'être passé. C'est mon qui vous remercie. Vous êtes le président du Club Développement Durable de Côte d'Ivoire et coordonnateur de l'Alliance pour la Justice Climatique Côte d'Ivoire. On se dira donc à très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Medi Un TV Afrique.